Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept d'émission. Et oui, nouveau concept, la chronique sportive. Le Parti de la France est composé de membres très hétéroclites, très compétents dans des différents domaines, très cultivés dans différentes cultures. Et nous avons bien évidemment parmi nos cadres des férus du domaine sportif. Et justement, étant donné que je me suis lié d'amitié par rapport à nos parcours politiques avec Frédéric Avalli, j'ai remarqué que Frédéric Avalli avait une particularité qui était très intéressante, qui était celle qui est un puits de science concernant le sport. Alors je me suis dit, Frédéric, est-ce que vous accepteriez d'animer une chronique sportive? Et il a dit oui, merci beaucoup Frédéric. Eh bien, merci à vous, Alexandre, d'avoir pensé à moi. On est quand même quelques férus de sport au sein du bureau politique. Merci de m'avoir distingué des autres. Il nous apporte sa bonne humeur, et justement sa bonne humeur va servir aujourd'hui de sujet pour la boxe, excusez-moi, la rivalité entre deux grands boxeurs, Mohamed Ali d'une part et Joe Frazier de l'autre. Et Frédéric Avalli m'a soumis ce sujet et je lui ai dit ça ferait une superbe émission. Alors Frédéric, pourquoi avoir choisi ce sujet comme première émission des chroniques sportives? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que... Alors, attention, je suis un malade de football aussi, mais je pense que il y a suffisamment de chroniqueurs de football comme ça sur YouTube qui auraient pu se substituer à moi. Et j'ai décidé de parler de la boxe parce que déjà c'est le sport esthétiquement, pas au niveau de la passion, de la ferveur peut-être, mais de l'esthétique qui me plaît le plus. Première chose. Deuxième chose, c'est un sport qui malheureusement en France est tombé en désuétude depuis la fin des belles années Canal+, qui remonte maintenant une quinzaine d'années. Et en même temps, hein, ça s'est fait comme ça, le début de l'engouement suscité par le MMA en France, hein, le combat libre. Donc la boxe est un petit peu passée à un sport de seconde zone, du moins au niveau médiatisation. Et autre raison, c'est un sport que pratique avec un excellent niveau notre président Thomas Joly depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et pourquoi Ali Frazier? Parce que nous sommes, n'oublions pas quand même, avant tout un parti politique. Et cette rivalité historique dépasse vraiment le cadre sportif, même si elle a apporté à la boxe ses lettres de noblesse. Mais il y a eu, on va en parler tout de suite, mais vraiment ça relate 20 ans d'histoire américaine, notamment de la question raciale et de tout un pan de la société américaine. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai pensé que ce serait bien comme accroche pour un premier sujet de la rubrique que vous avez eu la gentillesse de me consacrer. Et cette fameuse rivalité entre Mohamed Ali et Joe Frazier, parlons-en. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi cette rivalité particulière et pas une autre? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le parallèle entre les deux va s'arrêter là, tout de suite. Les deux ont la même trajectoire, c'est-à-dire qu'ils ils pratiquent la boxe, on va dire, ils commencent à pratiquer la boxe en tant que jeunes adolescents. Ils deviennent chacun champions olympiques, respectivement en 1960 à Rome pour Mohamed Ali, mais qui alors s'appelle Cassius Clay, et 1964 pour Joe Frazier à Tokyo. Pourquoi avec 4 ans d'intervalle? Tout simplement parce que Mohamed Ali est né en 1942 et Joe Frazier en 1944. Voilà, le parallèle c'est ça. Champions olympiques tous les deux, démarrage de leur carrière professionnelle, tous les deux invaincus lorsqu'ils accèdent au titre de champion du monde des poids lourds. C'est le seul point commun qu'ils vont avoir, à part la couleur de leur peau. Et encore, là aussi, il y a différentes interprétations par rapport à la couleur de leur peau. Donc déjà, voilà, c'est le seul parallèle qu'on peut faire entre les deux. Après, le reste, c'est totalement en opposition du début à la fin. D'accord. Par exemple, déjà, niveau social, Mohamed Ali naît dans le Kentucky, dans une famille plutôt de la classe moyenne noire américaine. Voilà, enfin, on peut pas dire que ce soit... Ils ont une enfance... C'est pas la banlieue, quoi.
Non, ça allait. Peut-être que ça l'est devenu hein, avec surpopulation, mais en tout cas, voilà. Mais à l'époque, non. Alors que Joe Frazier est né dans une famille très nombreuse et extrêmement pauvre, d'extrême pauvreté en Caroline du Nord, qui faisait partie des États du Sud lors de la guerre de sécession, donc un État historiquement raciste, pour parler le langage de ces gens-là. Et donc la vie était très très dure pour Joe Frazier qui est passé par un tas de travaux manuels jusqu'à l'âge de 15 ans où il va partir tout seul à Philadelphie, la région où on rencontre peut-être les meilleures écoles de boxe. Et là, il va travailler dans un abattoir. D'ailleurs, la légende disait qu'il abattait les bœufs à coups de poing, mais évidemment c'est une légende urbaine. Et donc voilà un petit peu. Déjà, on voit d'un côté un noir vraiment venant du sous-prolétariat avec un physique pas vraiment de playboy, et de l'autre quelqu'un qui vient de la classe moyenne américaine avec un physique plutôt avantageux pour sa race, aurait dit ma mère. Et avec un physique grand, élancé, athlétique. Donc déjà, premier antagonisme. Donc Mohamed Ali, boxeur très aérien, qui bouge beaucoup, qui se déplace, très technique, vitesse de bras supersonique, pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de punch, mais une technique exceptionnelle. Joe Frazier, un peu un boxeur à la Rocky Balboa, ou Rocky Marciano d'ailleurs. Oui, évidemment. Voilà, qui a inspiré le personnage de Rocky Balboa en partie. Et voilà, un style rentre dedans, je suis un bœuf, un tank, un char d'assaut, un panzer, je rentre dedans, je travaille au corps et je donne des coups avec une enclume dans chaque main. Mais pas fin, pas technique. Et le physique va avec, voilà, plutôt petit pour un poids lourd, c'est-à-dire 1m79, un petit peu légèrement grassouillet, et physique, on en parlera après de son visage lorsqu'on passera aux attaques personnelles. Voilà un petit peu le parallèle qu'on peut faire entre les deux. Parcours professionnel similaire, mais ensuite plus aucun point commun entre les deux. Très bien. Vous savez que les anglo-saxons n'ont pas du tout la même approche que nous sur le plan du multiculturalisme. Ils sont plutôt dans une société dite ségrégationniste. Je rappelle que Joe Frazier et Mohamed Ali sont tous les deux afro-américains. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette époque, de ce contexte justement, par rapport à leur ethnie? Alors déjà, lorsque Mohamed Ali devient champion du monde en 1964, à l'âge de 22 ans, même année d'ailleurs que celle où Joe Frazier devient médaillé d'or olympique à Tokyo, eh bien, les Noirs sont en pleine lutte pour leurs droits civiques, où il y a vraiment des émeutes raciales quasiment à tous les coins de rue. Il y a aussi des gauchistes qui viennent mettre leur grain de sel et qui créent des lobbies antiracistes qui sont encore plus royalistes que le roi. Et il y a, il faut le dire, une réaction extrêmement violente, surtout dans le sud profond des États-Unis, notamment dans le Mississippi, du fameux Ku Klux Klan, qui n'hésite pas à perpétrer quelques meurtres, même si évidemment ils sont, et on en a l'habitude aujourd'hui encore, agrandis et amplifiés par les médias américains progressistes. Hein. Et dans ce contexte racial-là, on a d'un côté un Mohamed Ali, en fait Cassius Clay, son nom de baptême, Cassius Marcellus Clay, qui, juste après la conquête du titre de champion du monde des poids lourds contre Sonny Liston, à l'issue d'un combat dont l'issue est assez sombre, sans mauvais jeu de mots, au bout du 6e round, Sonny Liston abandonne mystérieusement en son coin, alors qu'il est quasiment au coude à coude avec Mohamed Ali. Il y a un arrangement peut-être. En fait, il y a plusieurs hypothèses, je survole, mais à l'époque, c'était malheureusement le tribut à payer pour avoir une chance pour aller au titre mondial. Sonny Liston avait un entourage de la mafia italo-américaine, et il est possible que ces derniers aient parié sur le combat et obligé Sonny Liston à se coucher. Il est aussi évoqué que justement les intégristes musulmans dont on va parler après aient fait pression sur lui aussi pour se coucher en le menaçant de mort. Voilà.
Et d'ailleurs, on retrouvera Sonny Liston, mort d'une overdose, découvert par sa femme en 1971, mort d'une overdose, alors que tous ses proches disaient qu'il ne s'était jamais drogué. Donc là aussi, très sombre. Comme c'est bizarre. Voilà. Et juste après sa victoire et son couronnement, Cassius Clay annonce sa conversion à l'islam, commence à adopter un ton extrêmement virulent, anti-blanc, anti-chrétien, et s'acoquine avec ce qu'on peut appeler une secte, sans être forcément avoir de parti pris, Nation of Islam, qui est une secte raciste noire fondée, je crois, en 1930, et dont le président est Elijah Muhammad, qui n'est pas moins, selon lui, que la réincarnation vivante d'Allah ou de Mahomet. Enfin bon, j'ai un peu tendance à confondre, comme j'étais pas né à l'époque. Mais enfin voilà, et du coup, il est immédiatement coopté par ces gens-là, et ils vont plus le lâcher jusqu'à la fin de sa carrière. Ça deviendra une véritable vache à lait, et pour ces gens, pour cette secte, en fait, leur porte-parole, leur porte-drapeau. Et de l'autre côté, Joe Frazier, plutôt naïf. J'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais c'était vraiment pas une lumière, il faut le dire. Et lui, il se laisse un petit peu guider par une espèce de consortium de Philadelphie composé par 14 blancs chefs d'entreprise plutôt aisés. Et voilà, il a aucun ressentiment envers les blancs. Il est plutôt, voilà, il se laisse guider. Voilà, il n'est pas du tout dans cette lutte-là. Religieusement, alors il y a 50 000 religions chrétiennes aux États-Unis, mais c'est un baptiste, fervent chrétien et pratiquant. Voilà, donc là aussi, il y a un antagonisme. Et ensuite va arriver la guerre du Vietnam, et c'est là qu'il va y avoir une cassure. Mohamed Ali refuse de s'enrôler dans l'armée pour la guerre du Vietnam, mais à mon avis, il l'aurait certainement pas envoyé à Saïgon. Il l'aurait peut-être tout simplement demandé de faire 2-3 photos en uniforme à côté des troupes, telle une stripteaseuse, et ça se serait arrêté là. Mais il refuse même de s'enrôler, et pour ça, il va être condamné en disant que jamais un Viet Cong ne l'a traité de sale nègre. Il va devenir une idole pour toute la communauté noire, notamment celle la plus extrémiste, et il va vraiment devenir le héros de Nation of Islam, qui à l'époque les adeptes se réunissaient en congrès dans les cabines téléphoniques. C'était plutôt Malcolm X, le rival, qui était beaucoup plus connu. Et donc il va être condamné à 5 ans de prison. Et en 1967, on retire sa licence de boxe à Mohamed Ali, et en fait, il est interdit de boxer. Et justement, le titre de Mohamed Ali va être vacant, et il va y avoir une espèce de tournoi dans lequel Joe Frazier va remporter la ceinture précédemment détenue par Mohamed Ali, et qui du coup va devenir un nouveau champion du monde. Et ça, Mohamed Ali ne va pas supporter. Il va dire, cet oncle Tom, c'est comme ça qu'il appelait que les Noirs, en fait, les suprémacistes noirs appellent les Noirs qui, en fait, se prennent pas la tête avec des considérations militantisme racial. Ils appellent les oncles Tom, comme la case de l'oncle Tom, donc vraiment des Noirs soumis, des esclaves. Et finalement, il va lui en vouloir de lui avoir, de son point de vue à lui, volé son titre. D'accord, c'est compliqué. J'aurais aimé savoir, parce que je vous connais quand même, et vous ne faites pas autant preuve d'indulgence envers les Noirs d'habitude, donc pourquoi cette distinction, quelque part, entre les Noirs des États-Unis, qui sont un pays blanc, et les Noirs d'Europe? Ah oui, très bonne remarque. Alors, c'est vrai que oui, j'ai parfois moins la dent dure par rapport aux Noirs américains. C'est très simple. Les Noirs américains, on est quand même allé les chercher de force, les chaînes aux pieds, pour ramasser le coton pendant plus de 200 ans. D'ailleurs, je pense que certains suprémacistes blancs actuels se disent que s'ils avaient su comment ça se terminerait, ils auraient peut-être fait ramasser le coton à leurs arrière-grands-parents, plutôt que d'aller ramener les gens comme ça. Mais bon, somme toute, c'est des gens qui sont installés depuis 400 ans, et à la base, ils n'avaient pas demandé à venir, donc il faut bien, qu'ils soient traités dignement. Mais bon, je vous rassure, je suis pas non plus en train de prendre
m'inscrire au mouvement Black Lives Matter, hein, c'est pas du tout le propos, alors qu'en France, bon, bah, il n'y a pas du tout, à part quelques Antillais, mais qui représentent une infime partie de la population noire de l'Hexagone, là, on a affaire à une immigration d'invasion limite parasitaire, hein, donc, pour moi, ce sont deux choses différentes, même si après, je ne vais pas nier les problèmes par rapport à la délinquance que cette population, quand même, apporte aux Américains. Et justement, cette rivalité entre Joe Frazier et Mohamed Ali, qu'est-ce que les Blancs en pensaient? Alors, là aussi, très bonne question, parce que, en fait, ça va évoluer. Alors, petit historique, justement, pour répondre à votre question. En fait, Mohamed Ali ne va jamais faire ses 5 ans de prison. De fil en aiguille, il va faire appel, et finalement, il va jamais purger cette peine de 5 ans de prison. Il va jamais même faire ne serait-ce qu'un jour de prison. Avec tous les appels qu'il va faire, il va finalement passer entre les gouttes. Et en 1970, après 3 ans et demi d'inactivité, on va même lui restituer sa licence et il va faire son grand retour en 1970 et il va faire 2 combats contre des boxeurs blancs ventripotents, plutôt style bourrin à la Joe Frazier, mais nettement moins fort, un petit peu pour se remettre en marche. Il va gagner un combat par arrêt sur blessure contre le vaillant mais limité Jerry Quarry. Et ensuite, il va avoir un peu plus de mal avec Oscar Bonavena, boxeur qui d'ailleurs finira assassiné à la sortie d'un bordel, un boxeur argentin. Oui, la vie est souvent dure pour les boxeurs argentins, pour ceux qui connaissent aussi Carlos Monzon. Et donc, il va retrouver sa licence. Et alors, justement, très important aussi, parce que Joe Frazier va beaucoup lui en voudra beaucoup. Il va aller voir Joe Frazier pour lui dire, écoute, essaye de convaincre les instances suprêmes de la boxe qu'il faut me redonner ma licence, qu'on fasse un combat, etc., etc. Joe Frazier va vraiment faire la démarche. Et en plus, il sait que pour sa légitimité, il doit battre Mohamed Ali, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, Mohamed Ali était le vrai champion, parce qu'il n'a pas perdu son titre sur le ring. Et ce qui va se passer, c'est que non seulement Joe Frazier va faire cette démarche pour faire plaisir à Mohamed Ali, il va également lui prêter un petit peu d'argent, parce qu'il avait vraiment besoin d'argent, puisque le fait de ne pas combattre, il n'y avait pas d'entrée financière, et en plus, la Nation of Islam lui avait tout sucé en termes d'argent. Ah ouais, quand on est champion du monde, il y a plein d'amis, des nouveaux amis, etc. Et puis quand plus rien ne va, voilà, hein, c'est comme ça dans l'adversité que l'on voit les vrais amis. Et finalement, Joe Frazier donc, va le dépanner financièrement. Il va même aller voir le président Richard Nixon, qui est pourtant le président le plus conservateur de l'après-guerre, avant Donald Trump peut-être. Et Richard Nixon va demander à Joe Frazier, mais dites-moi, vous êtes sûr de le battre, cette grande gueule-là? Parce qu'évidemment, les conservateurs étaient tous pro-Frazier. Et justement, Frazier va dire, oui, vous inquiétez pas, monsieur le président, je vais lui faire sa fête. Et grâce à cette démarche, Richard Nixon restitue la licence à Mohamed Ali. Et en 1971, au Madison Square Garden, salle légendaire de la boxe, d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller, même si pour moi c'était pour aller voir du catch, les hasards du calendrier, a lieu le 8 mars. C'est mon anniversaire. Voilà, et voilà, on ne pouvait pas passer à côté. Incroyable. Le 8 mars 1971 a lieu ce qu'on appelle, moi non plus, figurez-vous. Ah oui? Je vous en prie. A lieu ce qu'on appelle le combat du siècle. Ah, et oui, le combat du siècle. Donc, Mohamed Ali, Joe Frazier, et ça, il n'y avait jamais eu de tel engouement, de telle médiatisation pour un combat de boxe, à tel point que l'un des 3 commentateurs était le légendaire acteur hollywoodien, mais là, vous n'étiez pas né, Burt Lancaster, une des idoles d'ailleurs d'Alain Delon, et pour vous dire à quel point ça avait dépassé le cadre sportif. Et justement, dans la salle de Madison Square Garden, vous avez, alors pas beaucoup parce que les billets étaient très chers à l'époque, enfin ils le sont toujours, hein, mais il y avait tous les noirs évidemment qui étaient à fond derrière Mohamed Ali, mais tous les blancs
tous les blancs, surtout les conservateurs, les républicains, etc., même, étaient à fond derrière Joe Frazier. Et d'ailleurs, ce combat est un magnifique combat. N'hésite pas le résultat tout de suite. Voilà, pour parler un petit peu justement de ce combat-là, le premier combat, hein, il y aura en tout 3 affrontements, dont 2 épiques. C'est Mohamed Ali qui domine la première partie de combat, grâce à sa technique, sa rapidité, sa précision, sa vista. Mais après 3 ans et demi d'activité, même si c'est un petit peu remis en forme avec 2 combats, il a plus la même condition physique que lors de ses belles années, et il va un petit peu baisser de rythme pendant la deuxième partie du combat. À l'époque, les championnats du monde étaient en 15 rounds, hein, contre 12 rounds aujourd'hui. Et deuxième partie du combat, il va être coincé dans les cordes, il va se faire massacrer par Joe Frazier, qui va en faire quasiment son sac de frappe pendant toute la seconde partie du combat. Et alors Mohamed Ali, quand même, respect, va quand même tenir la distance des 15 rounds. Il va aller au tapis sur un magnifique crochet gauche au 15e et dernier round, mais il va quand même se relever, finir le combat, la mâchoire fracturée. Et donc il va perdre son premier combat, et pour Joe Frazier, c'est vraiment la consécration, le point culminant de sa carrière. À 27 ans, il a battu son grand rival Mohamed Ali, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la rivalité avait déjà dépassé le cadre sportif, parce que pendant la promotion du combat, Mohamed Ali, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement narcissique. C'est vraiment le genre, pour vous dire, quand il a un enterrement, il est limite dégoûté de pas être le mort, quoi. Il veut toujours, voilà, vraiment être au centre de l'attention. Et pour lui, il n'a pas arrêté de prendre Joe Frazier comme cible en le traitant régulièrement d'oncle Tom. Et il avait dit que s'il arrivait, Joe Frazier arrivait à le battre, il se mettrait à 4 pattes et il ramperait tout autour du ring en disant que Joe Frazier est le plus grand. Il l'a fait? Ah bah voilà, évidemment non, évidemment non. Et Joe Frazier, qui on l'a déjà dit, était pas, voilà, c'était pas une lumière, hein. Eh bien lui, l'avait vraiment pris au mot, était persuadé que il allait le faire. Et d'ailleurs dans les vestiaires, il paraît qu'il le cherchait partout pour lui demander, mais évidemment l'autre s'est défilé. Et donc après ce combat, leur chemin va un petit peu se séparer, mais pas pour longtemps. Et pour répondre à votre question, effectivement, il y avait vraiment une très nette préférence des Blancs pour Joe Frazier. Mais attention, on est en 1971, l'armée américaine commence à s'enliser dans la guerre au Vietnam, et ce côté très pro-américain, pro-guerre et patriotique, le vent va tourner, et la population blanche aussi. Mais ça, on va en parler peut-être après, lorsqu'on va évoquer les 2 autres combats. D'accord, et justement, je vais vous demander le second combat. Comment s'est-il passé? Alors, le deuxième combat, entre-temps, Joe Frazier, qui lui a vraiment touché le point culminant de sa carrière, lui va prendre une année sabbatique, il va même fonder un groupe d'Europe, les Knockouts. Je vous recommande pas forcément, surtout vous qui êtes un fan de rock et de métal. Voilà. C'est la même chose, rock et métal. Oui, bah là, ça vous plaira encore moins de toute façon. D'accord. Et puis, voilà, alors que Mohamed Ali, lui, va se replonger dans l'entraînement. Il va disputer pas moins de 13 combats, dont 12 victoires. La défaite, il va la subir face à une autre grande légende de la boxe, Ken Norton, mais il aura sa revanche quelques mois après. Et Joe Frazier, lui, il va battre encore 2 boxeurs blancs. Il va battre 2 boxeurs blancs ventripotents, vraiment de faible niveau mondial. Et énorme surprise, à Kingston, Jamaïque, janvier 1973, il affronte un certain George Foreman, entre parenthèses, mon idole, niveau boxe, qui, lui, est médaillé olympique 1968 à Mexico. Alors, Mohamed Ali le traitera plus tard, mais là, ce sera hors sujet, donc le Tom, parce qu'en 1968 à Mexico, alors que tous les Noirs américains médaillés d'autres sports étaient sur le podium avec leurs ridicules poings brandis, eh bien, George Foreman, lui, n'a pas trouvé mieux à faire que d'agiter un drapeau américain, un mini-drapeau américain,
Et alors là, pour Mohamed Ali, blasphème, sacrilège, là c'est l'oncle Tom suprême. Eh bien donc, championnat du monde, comme dirait Mohamed Ali, entre deux oncles Tom, George Foreman écrase Joe Frazier comme une punaise, l'envoie 6 fois au tapis en 2 rounds, et Joe Frazier perd son titre. Et Mohamed Ali, quelque part, est décontenancé parce qu'il espérait affronter Joe Frazier pour le combat revanche. Eh bien, son projet tombe à l'eau. Et en 1974, toujours au Madison Square Garden, eh bien, combat revanche entre les deux, Ali-Frazier. Et là, la promotion du combat est encore plus agressive de la part de Mohamed Ali que l'autre. Et à un moment, ils sont invités sur le plateau d'une émission télé, une émission sportive, dont le nom m'échappe. Et à un moment, ils regardent, en fait, ils sont appelés à résumer leur premier combat. Et enfin commenter leur premier combat, et à un moment il y a un petit échange et Mohamed Ali traite Joe Frazier d'ignare, et Joe Frazier se lève énervé et il s'approche à quelques centimètres du visage de Mohamed Ali, et à un moment il y a tous les gardes du corps de Mohamed Ali, dont son frère Rodolphe Valentino Clay, devenu ensuite Rahman Ali. Moi, je préfère Rodolphe Valentino, mais bon, chacun ses goûts. Et il y a une mêlée qui s'ensuit, et enfin, ils sont à deux doigts de se taper dessus, les deux boxeurs. Mais Mohamed Ali lui faisait plutôt ça pour rigoler, mais Joe Frazier était vraiment énervé. Il faut dire que Joe Frazier, Mohamed Ali n'était pas vraiment quelqu'un de méchant, mais parce qu'il faisait ça plutôt pour charrier, pour vanner, mais Joe Frazier était très susceptible et prenait tout au premier degré. Puis surtout, il demandait rien à personne. Et finalement, après cet incident pour lequel ils auront une amende assez conséquente pour l'époque, ils se retrouvent dans un deuxième combat. Et là, surprise, alors qu'ils sont quand même tous les deux en bonne forme, Mohamed Ali est même supérieur au premier combat, puisqu'avec 13 combats, il a retrouvé son rythme de champion du monde. Joe Frazier un petit peu sur la phase descendante. Mais finalement, le combat est très décevant. En fait, Mohamed Ali passe son temps à s'accrocher. Il ceinture Joe Frazier qui est beaucoup plus petit, donc il doit rentrer dans la garde de Mohamed Ali pour s'approcher encore à corps. Et souvent, Mohamed Ali le ceinture et donc l'arbitre les sépare. Et du coup, Joe Frazier est encore obligé d'accomplir à distance pour s'approcher, puisqu'il est efficace à courte distance, que c'est un petit gabarit pour un poids lourd, et Mohamed Ali a le temps de lui mettre 3-4 coups avant ensuite de s'accrocher. C'est un combat qui est en 12 rounds, puisque c'est pas un championnat du monde, le championnat du monde c'est George Foreman. On peut dire que c'est une demi-finale mondiale pour accéder à une chance mondiale face à George Foreman, le champion du monde. Et finalement, après un combat pas soporifique, mais quand même décevant, vu l'affiche et leur antécédent, eh bien, ça se termine sur une décision des juges, cette fois en faveur de Mohamed Ali. Et du coup, on pense vraiment que la carrière de Joe Frazier est vraiment sur la fin, alors que celle de Mohamed Ali, on se dit, bon voilà, il a gagné, mais le combat n'a pas enthousiasmé les foules. Et George Foreman, le champion du monde, écrase des boxeurs qui ont battu Mohamed Ali, comme Ken Norton en 2 rounds, ou un autre boxeur, José Roman, un Mexicain, aussi connu qu'un gardien de square. Il est pulvérisé en 1 round, et on se dit, mais en fait, Mohamed Ali va se faire exploser par George Foreman. Ce qu'il faut savoir pour l'époque, c'est que Mohamed Ali a 32 ans, et 32 ans pour l'époque, c'est très vieux pour un sportif. Aujourd'hui, les boxeurs, ils combattent à peu près une fois tous les 15 mois. Donc à ce rythme-là, ils peuvent boxer tranquillement jusqu'à 40 ans. À l'époque, les boxeurs boxaient 5 à 6 fois par an, donc forcément l'organisme était beaucoup plus usé, ils n'avaient pas le temps de récupération entre les deux, et forcément à 30 ans déjà ils étaient au bout du rouleau. Là on va survoler un petit peu puisque c'est pas vraiment le sujet, mais en 1974, l'excentrique et fantasque Don King, que vous avez peut-être déjà vu, c'est un promoteur noir avec oui, avec voilà, exactement. Voilà. Eh bien, organise un combat à Kinshasa, au Zaïre, pour promouvoir pour la modique somme de 10 millions de dollars la dictature de Mobutu. Et en fait, voilà, ils en font tout un cinéma, voilà la grandeur, la force noire, etc., etc. Et à la surprise générale, non sans quelques petites filouteries, Mohamed Ali réussit à reconquérir son titre. Entre-temps, Joe Frazier bat 2 bons boxeurs poids lourds. Il bat Jimmy Ellis et Joey Bugner. Le premier par KO, le second par décision des juges en 12 rounds. Et finalement, il se retrouve
pour leur troisième label, leur troisième affrontement final. Et là, encore, à un moment, je vous ai parlé de Kingston, Jamaïque, de Congo, Kinshasa. Et là, à l'époque, on faisait dans l'exotisme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la boxe était de plus en plus taxée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir des années 80, tous les combats étaient dans le Nevada, à Las Vegas, parce qu'il y a moins de taxes là-bas. Donc, à l'époque, comme pour une évasion fiscale, on partait dans des pays, des républiques bananières. Et là, il décide de faire un troisième combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier à Manille, aux Philippines, pour le fameux Thrilla in Manila, c'est-à-dire en gros frisson à Manille. Et ils sont reçus en grande pompe par les pseudo-dictateurs Marcos, le couple Marcos, en 1975. Et le combat pour lequel on a le plus d'engouement, quelque part, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un suspense, j'aimerais bien savoir la suite. Est-ce que vous pourriez nous parler du troisième et dernier combat qu'il y a eu entre Joe Frazier et Mohamed Ali? Alors là, c'est un combat, presque la chair de poule qui me vient en parlant, parce que c'est un monument de combat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, alors on l'appelle pas le combat du siècle, parce que le combat du siècle, ça restera toujours le premier, parce que c'était vraiment médiatique. C'était ultra médiatisé. Là, justement, parce que c'est très très loin aux Philippines et que, en fait, les médias pensent que ce sont deux boxeurs à bout de course. Mohamed Ali a reconquis son titre brillamment, mais on sent qu'à 33 ans, il a quand même l'avenir derrière lui. Joe Frazier ne s'est jamais vraiment remis de sa correction que George Foreman lui a administrée. Donc, en gros, les médias n'y croient pas trop. Ça se passe à des milliers de kilomètres des États-Unis, qui ont toujours tendance à penser qu'ils sont le centre du monde. Et finalement, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à ce combat. Il y a même l'entourage de Mohamed Ali qui disent « Tiens, Joe Frazier il est au bout du rouleau, tu t'es pris un adversaire facile ». Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout l'intérêt, le battage médiatique de ce combat va être fait par la promotion de Mohamed Ali, qui va être 10 fois plus féroce, méchant, blessant qu'avant auprès de Joe Frazier. Et il va même le traiter de gorille en faisant des jeux de mots. Gorilla in Manila, je battrai le gorille à Manille. Et il a amené une figurine de gorille, je sais pas où il l'a trouvé, et il commence à taper dessus. Et en disant, en appelant, allez, Joe Frazier, le gorille, il fait venir des marionnettes de gorille, etc. Et c'est quand même extrêmement blessant parce que, traiter un noir... c'est un contre son camp. Bah oui, non, mais déjà traiter, quand on passe son temps à pleurer sur les médias que le racisme, et que finalement on traite un autre noir de gorille, je trouve que il est mal placé pour ensuite parler de racisme anti-noir. Et voilà, donc Joe Frazier va très mal le prendre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'école, ses enfants se font insulter, voire tabasser dans la cour de récréation parce que les autres petits noirs, puisque vous parliez de la ségrégation raciale, à l'époque, même s'il n'y avait plus la ségrégation raciale depuis 1965, il y avait quand même les ghettos noirs, donc ils étaient dans les écoles populaires de Philadelphie où la quasi-totalité des autres enfants étaient noirs, et ils se faisaient insulter, voire tabasser par les autres élèves parce que Mohamed Ali avait dit que leur père était un oncle Tom. Vous voyez, donc il se faisait insulter par d'autres noirs dans la rue, il avait des menaces par les intégristes musulmans. Donc en fait, Joe Frazier, en fait, ça l'a motivé comme jamais. Et il va vraiment s'entraîner comme un dingue. Et le soir du combat, il fait environ 40 degrés dans la salle. Et la salle est archi comble. Et alors là, un truc amusant, c'est que vous qui connaissez, du moins, je sais que vous êtes peut-être pas fasciné, mais enfin, vous aimez bien un petit peu l'Asie. Oui. Vous connaissez un peu la culture de ces peuples-là. Oui. Et en fait, c'était Mohamed Ali, la superstar des Philippines, mais quand il a fait sa promotion où il attaquait tout le temps Joe Frazier, en Asie, c'est très mal vu d'agresser les gens, d'être agressif, belliqueux. Sauf en Pearl Harbor. Oui, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais ils ont été castrés entre-temps. Mais c'était une bonne contre-attaque. Et pas Pearl Harbor, votre répartie. Merci. Et finalement, là, c'est très très mal perçu, l'agressivité de Mohamed Ali envers Joe Frazier. Et lorsque les deux boxeurs sont présentés, eh bien, c'est une ovation pour Joe Frazier. Donc ça lui redonne encore plus d'aile. Et là, le combat commence dans une chaleur terrible.
Et là, c'est un combat d'une violence inouïe. Les premiers rounds, un peu comme lors du premier combat, sont dominés par Mohamed Ali parce que Joe Frazier a du mal à trouver sa distance, à s'approcher. Et pour s'approcher de Mohamed Ali, il se prend 3 ou 4 combinaisons en pleine face. Et finalement, les premiers rounds sont à l'avantage de Mohamed Ali. Et comme souvent, milieu de combat, baisse physique de Mohamed Ali. Et là, Joe Frazier, en fait, il va lui donner 8 ans de haine, de vengeance après les insultes qu'il a subies pendant toutes ces années-là. Il va lui rentrer dans le lard, il va lui défoncer le foie, les reins. Enfin, il va vraiment. Joe Frazier avait un style où il travaillait de près, donc il travaillait beaucoup au corps. Et il va vraiment passer Mohamed Ali à tabac. Mais Mohamed Ali va quand même répliquer avec de magnifiques séries. De toute façon, on ne peut, notamment, surtout pour le premier et le troisième combat, on ne peut que recommander, même pas forcément aux grands fans de boxe, mais à ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, on ne peut que leur conseiller d'aller voir au moins le premier et le troisième combat. Le troisième est un combat d'anthologie. Et donc, ils s'échangent des coups d'une violence inouïe. Comme ils sont plus au mieux de leur forme, ils sont quand même assez fatigués. Et le combat est vraiment très 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 serré. Et au 12e round, Mohamed Ali retrouve un second souffle et fait une véritable démonstration. Et il le met, excusez-moi de parler comme ça, mais une véritable branlée à Joe Frazier, 13e, 14e round. Mais quand il va s'asseoir sur son tabouret, Mohamed Ali est épuisé, il est exsangue. Et Joe Frazier aussi. Et alors là, il se passe quelque chose de dramatique. C'est que, et ça, c'est... Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu ça? Est-ce que l'histoire aurait été différente? Est-ce que oui, est-ce que non? Entre le 14e et 15e et dernier round, il y a Joe Frazier qui n'y voit plus d'un œil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait depuis ses débuts pro en 1964, il avait eu un accident d'entraînement. Il n'avait jamais dit ça à personne. Il l'a dit en interview, je crois, en 2007, donc plus de 40 ans après. Il avait perdu la moitié de sa vue d'un des deux yeux. C'est-à-dire qu'en fait, là, il combattait presque aveugle depuis 2-3 rounds. Il voyait plus les coups arriver. Oui. Et quand son entraîneur a vu ça, il a dit « Je vais te couper les gants, je t'arrête ». Et Joe Frazier a dit « Non, non, tu me laisses faire ce dernier combat, etc. » Et de l'autre côté, ça, on le sait pas, mais Mohamed Ali a dit qu'il en pouvait plus, il allait mourir. Okay. Et ses boxeurs étaient sur le point de jeter l'éponge, d'abandonner. Mais ça, il savait pas. Et lorsqu'Eddie Futch, l'entraîneur légendaire de Joe Frazier, dit à l'arbitre, c'est bon, on arrête, il a coupé les lacets de ses gants, Mohamed Ali était sur le point d'abandonner, peut-être à quelques secondes près. Il se lève, le poing levé, et 5 secondes après, il s'avachit sur son tabouret, et à la fin, il est carrément presque évanoui au milieu du ring allongé. C'est impressionnant, avec des serviettes, enfin, les gens qui essaient de le revenir, etc. Donc en gros, ça veut dire que... C'est presque égalité, quoi. Bah, c'est ça. Et si l'entraîneur Eddie Futch avait attendu peut-être 30 secondes de plus, parce que je crois qu'on était à la moitié de la minute de repos entre les deux rounds, s'il avait attendu ce moment-là, peut-être que l'histoire aurait basculé. Et en fait, Joe Frazier, d'une part, a dit qu'il a jamais, même si pour lui c'est comme un père, mais il en a toujours voulu à son entraîneur d'avoir coupé les lacets de ses gants. Et il a même répondu lors de plusieurs interviews, et je le crois parce qu'il est assez fêlé pour ça. Il a dit que s'il était mort juste après le combat, mais qu'il l'avait gagné, eh ben, il aurait été plus heureux que d'avoir vécu toute sa vie. Joe Frazier nous a quittés malheureusement en 2011 en ayant vécu avec cette deuxième défaite. Puisque finalement, du coup, 2 défaites sur 3, il a perdu il a perdu ce duel extraordinaire. Voilà. Et à la fin du combat, Mohamed Ali a rendu un vibrant hommage à Joe Frazier. Il a dit que tout ce qu'il avait dit et fait était pour la promotion du combat, qu'il en pensait quasiment pas un mot. Il est même allé voir dans les vestiaires, il allait chercher le fils de Joe Frazier, Marvis Frazier, qui avait à l'époque 15 ans, alors qui a essayé de faire une carrière de boxeur, mais les 2 grands combats qu'il a disputés, les 2 seuls grands combats, il s'est fait exploser en 1 minute par le légendaire Larry Holmes en championnat du monde en 1981, je crois, et ensuite un combat qui servait plutôt de marchepied pour le lancement de la carrière de Mike Tyson,
pareil, pulvérisé en 1 minute. Eh bien, Marvis Frazier a vu Mohamed Ali. Mohamed Ali lui a dit, tu présenteras tes excuses à mon père, que Dieu vous garde, etc., etc. Enfin, il y a vraiment fait un discours touchant. Et lorsque Marvis Frazier a rapporté ça à son père, son père a dit oui, mais moi je m'en fous, c'est pas à toi qui dois présenter les excuses, c'est à moi. En fait, il n'a jamais encaissé, il n'a jamais accepté, et donc il va vraiment être dans le ressentiment pendant ensuite pendant plus de 30 ans, hein, jusqu'à sa mort. Et pour Mohamed Ali, lui, c'était vraiment effacé. Voilà, c'était l'histoire ancienne. Et voilà, mais non, Joe Frazier a toujours été extrêmement rancunier et cette rancœur ne l'aura jamais abandonné. Alors, il y a eu parfois quelques opérations commerciales pour des revivals, pour des cassettes, des DVD, des choses comme ça, des posters, ou parfois des spots commerciaux, des pubs, où là, il faisait semblant, tiens, on est potes, on se tape un 5, mais voilà, Joe Frazier, de son côté, lui, n'a jamais pardonné à Mohamed Ali toutes ces invectives. Et là, je voudrais rentrer dans le paradoxe américain, c'est que d'un côté, finalement, on a eu un boxeur, un athlète issu de la classe moyenne américaine, plutôt physique, plutôt agréable, qui s'exprimait bien, qui avait un minimum d'instruction, qui est entré dans la lutte Black Power et suprémacisme islamique, et finalement il se retrouve à la fin de sa carrière multimilliardaire. Et Joe Frazier, lui, le produit du sous-prolétariat noir américain, avec un physique patibulaire, qui lui finalement a été assimilé à une icône des Blancs, et finalement a fini ses jours au-dessus, dans une salle, enfin dans une pièce au-dessus de sa salle de boxe miteuse dans un ghetto de Philadelphie. Donc finalement, là aussi c'est paradoxal, c'est-à-dire que Mohamed Ali aura bien géré son image, il sera bien fait mousser comme Black Power, et finalement pour finir milliardaire, alors que l'autre n'aura jamais emmerdé personne, et il aura fait la fin de la plupart des Noirs, enfin de la fin que Mohamed Ali dénonçait pour les Noirs de ce sous-prolétariat, justement. Et vous me demandiez tout à l'heure par rapport à ce que pensaient les Blancs. Eh bien, les Blancs qui se sont vachement gauchisés, du moins par rapport à leur position sur la guerre du Vietnam, au fur et à mesure que l'armée américaine s'enlisait, l'opinion publique a basculé vraiment dans une posture très très anti-guerre du Vietnam. Eh bien, toute cette intelligentsia blanche, démocrate et progressiste est devenue pro-Mohamed Ali, alors que finalement, Joe Frazier s'est presque retrouvé sans personne pour l'encourager, à part ses proches. Et il a vraiment été jusqu'au bout plein de ressentiments. Et d'ailleurs, il y a 2 petites anecdotes qu'on racontait des très très proches à lui. Je crois son frère. Première, là aussi, je vous invite à regarder, parce que c'est émouvant, il n'y a rien à dire. Lorsque, pour les Jeux Olympiques d'Atlanta, Mohamed Ali, alors là j'ai appris qu'en France, alors chacun son modèle, hein, pour les Américains, c'est Mohamed Ali qui a été élu le plus grand sportif de l'histoire du XXe siècle. Pour la France, c'est une pseudo-résistante de 102 ans. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, ce serait elle qui allumera la flamme olympique des Jeux Olympiques de Paris. Non, vous n'avez pas suivi? Ah, je pensais que c'était Baptiste de Je suis très net, non? C'est lui qui a non, c'est peut-être son petit-fils, mais non, je crois que, enfin voilà, il y aura une vieille dame de 102 ans, donc voilà, chacun choisit les symboles sportifs qu'il peut. Voilà, mais cela dit, Mohamed Ali en 1996 n'était pas beaucoup mieux que cette brave dame âgée de 102 ans, puisqu'il était rongé par un maladie de Parkinson, et lorsqu'il allume la flamme en dernier, c'est vraiment émouvant. Eh bien, figurez-vous que Joe Frazier, qui s'est toujours vanté d'avoir été celui qui a provoqué sa maladie de Parkinson à Mohamed Ali pour le nombre de coups qu'il lui a mis, hein, c'est un cruel trophée. Voilà, il a gagné les 2 combats, mais moi j'ai eu donné Parkinson, c'était souvent le truc qui revenait, donc c'est assez cruel. Et il a dit qu'on aurait dû le pousser dans la flamme. Première chose. Et deuxième chose, et là j'avais vu un documentaire où c'était son frère qui appelait Joe Frazier, et on entendait sur le répondeur « Bonjour, c'est moi qui ai donné la maladie de Parkinson à Mohamed Ali, vous pouvez laisser un message. » Voilà pour vous dire que finalement, ça aura été très très virulent. En fait,
Mohamed Ali n'aura pas arrêté, n'aura pas lâché Joe Frazier pendant toute leur carrière. Il leur a fait subir d'humiliation en humiliation. Mais après le combat, c'est fini. Et après, inversement, lorsque leur rivalité s'est terminée au niveau sportif, Joe Frazier n'a pas arrêté de plein de ressentiments, de balancer des déclarations haineuses. Et du coup, c'est lui qui passe pour le méchant de service. Et voilà, tout ça pour que ça se finisse comment? Pour que ça se finisse, que Mohamed Ali dise que s'il prenait quelqu'un pour aller avec lui à la guerre sainte, c'est Joe Frazier qui le prendrait. Donc pour ces gens-là, c'est le plus grand éloge possible. Et dernière chose, en 2011, à l'enterrement de Joe Frazier, Mohamed Ali, déjà rongé par la maladie de Parkinson, est allé à l'enterrement et je crois qu'il était dans les personnes les plus en vue de l'enterrement. Donc ça veut dire que finalement, il y aurait eu les trajectoires ont été différentes, pugilistiquement, racialement, socialement, économiquement, et finalement même au niveau des sentiments. Cette rivalité, pour moi, reste tant sportivement que politiquement et racialement, la rivalité pour moi la plus marquante du sport. Mais comme j'ai toujours été un grand fan de boxe, je suis peut-être un petit peu parti pris. Et justement, qu'est-ce qui nous reste de cette rivalité aujourd'hui? Bah justement, il nous reste des vidéos d'anthologie à aller voir, et il nous reste des bribes par leur rivalité de l'histoire américaine, de l'histoire des Noirs américains, et aussi peut-être une morale où finalement on se dit que le gentil dans l'histoire est peut-être pas celui, ou du moins le héros n'est peut-être pas celui qui méritait de l'être, et vice-versa. Donc on peut faire une analyse politique, sportive, raciale, morale. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était bon pour cette première chronique, oui, d'axer sur cette rivalité, en espérant qu'il y en aura de nombreux autres. C'était passionnant, donc je pense que nous en referons, bien évidemment. S'ils sont aussi passionnants que celui-là, il n'y a pas de raison que nous en fassions pas. Chers abonnés, chers adhérents du Parti de la France, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre des pouces bleus pour nous soutenir, à faire un petit tour dans la description. Il y aura un lien pour accéder à la page de dons, donc faites des donations pour que nous puissions nous améliorer. Et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel entretien, et rendez-vous sur le Telegram du Parti de la France pour suivre les forums du Parti de la France. Au revoir à tous. Au revoir. Mohamed Ali et Joe Frazier. Joe Frazier, comment ça s'appelle? Non, Joe Frazier. Frazier. Mohamed Ali d'une part et Joe Frazier de l'autre. Et Joe Frazier de l'autre nous en plus justement sur cette fameuse rivalité entre Mohamed Ali et Joe Frazier. J'arrive pas. Frazier. Frazier.